Dans cet épisode, c'est l'émission la plus froide de toutes. Les Mythbusters vont dans les hauteurs pour faire exploser la vérité sur quelques mythes neigeux dans ce premier épisode spécial neige. Génial! Tout d'abord, Adam et Jamie essaient littéralement de déplacer une montagne. Ils tentent de déclencher une violente avalanche avec un célèbre chant des Alpes, un fouet et une grêle de balles. Ensuite, au cours d'une enquête poussée, l'intrépide trio essaie de savoir si coller sa langue contre un poteau gelé est la chose la plus bête du monde. Ça arrache même la chair. Ils tentent aussi de savoir s'il est avantageux de conduire en marche arrière sur une route verglacée. T'essaies de voir combien de cônes tu peux renverser? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage, et Jamie Heineman. C'est presque trop excitant. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Envoyez la musique dramatique. À leur côté, Carrie Byron, Grant Imahara Écoutez ce moteur ronronner. et Tori Belleci. Il n'y a aucun secours dans les parages. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Chaussez vos raquettes. Les Mythbusters vont dans le Grand Nord. C'est quoi le mythe? C'est une bonne chose qu'on soit habillé chaudement, parce qu'on va vérifier si l'on peut déclencher une avalanche en yodelant. Prépare tes cordes vocales. Tu crois que je sais yodeler? Oui, tu sais. Tu crois que je vais yodeler? Non. Ce mythe alpin est vieux comme le monde. Est-ce qu'une chanson montagnarde aimée de tous peut déclencher de redoutables avalanches? L'idée n'est pas aussi absurde que ça. Lors de leurs précédentes expériences sonores, les Mythbusters ont prouvé que les ondes sonores humaines étaient assez puissantes pour briser le verre ou éteindre une flamme. Si on va dans ce sens-là, un petit récital de tyrolienne peut très bien suffire pour faire défaillir une montagne. Si on teste des mythes ayant un rapport avec les avalanches, il faut aller à la montagne. Tu as raison, on va y aller. Mais je pense qu'on pourrait d'abord faire des expériences dans l'atelier. On verra bien ce que ça nous apprendra. Bonne idée. Adam construit une montagne en fabriquant un plateau en panneaux de fibres et en l'attachant à un support inclinable. On ne fabrique pas un terrain en forme de montagne, mais une surface plane qui permet d'éliminer les variables liées à la topographie de la montagne. Les Mythbusters ont leur montagne. Maintenant, il leur faut une météo hivernale. Ils attachent un cadre en bois à la plateforme élévatrice et agrafent une feuille de moustiquaire à la base. Avec deux petits moteurs fixés au coin, ça devrait bien bouger. Parfait. Ensuite, ils répandent une épaisse couche de farine sur la moustiquaire. Ce tamis devrait faire tomber la farine en pluie également répartie. Après, on verra si on arrive à déclencher une mini-avalanche dans l'atelier. C'est parti! Ils lèvent leur tamis géant au ciel Il va y avoir de la farine partout. et tombe la neige. On pourrait utiliser ça pour dérouler de la pâte à tarte. C'est vrai. L'avalanche de plaques est le type d'avalanche le plus courant et le plus destructeur. Elle se produit lorsqu'une plaque solide et cohésive de neige se forme au-dessus d'une neige friable. Il suffit alors d'un déclencheur pour qu'elle se libère. Adam et Jamie doivent absolument régler leur petite montagne au bord du point de rupture. 1,35, 1,36. La farine s'accumule toujours. Il faut attendre le moment exact où elle va dégringoler d'un coup. 3,16, 3,20. J'arrête à 3,30. Elle est tombée à 3,20 pile. Le point de rupture a été trouvé. Jamie nettoie la piste qui est préparée pour l'essai suivant. 3,16, 3,20. J'arrête? Très bien. Maintenant, ils vont pouvoir faire du raffut. Ça ne tient qu'à un cheveu. Parfait. Tiens, voilà le décibelmètre. Commence à 60. Si je monte au-dessus, augmente de ton côté. Adam n'est peut-être pas un yodeleur professionnel, Je vais yodeler tout bas au début et je vais augmenter progressivement.
Mais il a passé toute la nuit à regarder Heidi et la mélodie du bonheur. Son étrange gazouillis n'aurait pas fait sursauter une chèvre de montagne. Tu étais à 90. Ça me donne la migraine. Qu'est-ce que ça doit être pour toi? Pas un flocon ne tressaute. Je ne peux pas crier plus fort. Je vais passer au porte-voix. D'accord. Grâce au porte-voix, ce test en laboratoire peut atteindre des sommets. J'ai battu des records? T'es arrivé à 120. 120? C'est autant qu'un avion à réaction, non? Pas exactement. Bon, on recommence alors. Peut-être que Adam trouvera le « là » en criant sur une autre partie de la montagne. C'est bon! Mission accomplie. C'était prêt à se déclencher et c'est parti avec le son de ta voix. Toulouloulou. Il y a peut-être du vrai dans ce mythe montagnard. On dit souvent que les langues et les poteaux gelés ne font pas bon ménage. Qu'en est-il vraiment? Pour cet épisode spécial neige, on est obligé de tester le coup de « t'es pas capable de coller ta langue sur ce poteau gelé ». Ah oui, je connais. On pose sa langue sur le poteau et elle reste collée dessus. Qui va faire ça? D'après le mythe, une fois qu'on a posé sa langue sur un poteau gelé, on ne peut plus la détacher. Comment est-ce qu'on va tester ce mythe? Moi, je pense que c'est vrai, donc je veux pas le faire. Arrêtez de me regarder. Moi non plus, je ne veux pas le faire. On n'a qu'à fabriquer une langue factice, prendre un camion frigorifique, un poteau et tester comme ça. Notre langue artificielle doit avoir exactement les mêmes caractéristiques qu'une langue humaine. Elle doit être chaude, être couverte de salive, ça va être coton. Coton, et pas très ragoûtant. D'abord, il faut remplir ce tube à crachat Mythbuster avec de la salive. Carrie fixe des règles de conduite salivaire. Il y a quelques règles à respecter parce que c'est déjà assez dégoûtant comme ça. N'ajoutez pas votre mucosité. Pas de molar. Je ne plaisante pas. Pendant ce temps, Grant cherche une méthode pour chauffer la langue factice en étudiant celle d'un porc. Il faut que j'arrive à réanimer la langue et la rendre aussi chaude qu'une langue humaine, c'est-à-dire à la température corporelle. Il branche un tube en plastique à un petit moteur électrique et le place à l'intérieur d'un seau rempli d'eau chaude. C'est bien. C'est vraiment parfait. Et maintenant, une opération bénigne. Grant coupe la langue en deux et procède à une incision en U autour. Il place le tube dans le sillon et recoue la langue. Ni vu ni connu. Espérons qu'il ne se fera pas renvoyer. C'est comme si je recousais un bouton, sauf qu'il est en forme de langue et fait de viande. Ensuite, il mesure la température de sa langue à lui. 32 degrés, c'est le nombre qu'il me faut. Puis active la pompe. L'eau chaude coule. Au bout de 30 minutes, le monstre de Frankenlang s'éveille. C'est parfait. 31,4 degrés. C'est suffisamment proche pour ce qu'on veut faire. Cette langue est prête à lécher un poteau. Les chants stridents des yodelers provoquent parfois des maux de tête. Mais peuvent-ils déclencher des avalanches? Lors d'une expérience en laboratoire, Jamie et Adam ont constaté que les ondes sonores produites par une voix humaine pouvaient faire tomber de la farine d'une pente en carton. Pour tester ce mythe dans des conditions réelles, nos deux amis vont devoir aller dans l'antre du dragon blanc qui vole sans aile, frappe sans aucune main et voit sans avoir d'yeux, mieux connu sous le nom d'avalanche.
Nous sommes à la station de ski de Telluride, dans le Colorado. Nous allons collaborer avec l'équipe de prévention des avalanches pour déclencher des avalanches. On verra ce que ça donne. C'est un lieu splendide, mais difficilement praticable. Évidemment, Jamie se sent comme chez lui. Ça m'est arrivé de passer plusieurs semaines tout seul dans ce genre d'endroit. Je me nourrissais avec ce que je trouvais. Je marchais dans la neige. Je dormais dans des grottes. Et je mangeais des plantes que je déterrais. Ça fait du bien de revenir ici. C'est splendide. L'équipe de sécurité des montagnes a localisé un site montagneux où il existe un réel risque d'avalanche. Comment est-ce que vous savez que les conditions sont réunies pour une avalanche? Nous établissons un profil stratigraphique. Nous examinons de près la neige pour voir à quoi ressemble la couverture de neige si elle subit une pression supplémentaire. Comme Craig sait parfaitement repérer les signes avant-coureurs d'une avalanche, l'équipe se poste à une bonne distance des pistes de ski ouvertes au public. Pour tester le yodel, les faibles prouesses vocales de Adam ne suffiront pas. Nous avons demandé l'assistance d'une yodeleuse professionnelle. Viens, Liz. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. On va voir si Liz peut faire bouger les choses. Le yodel est une technique consistant à passer rapidement de la voix de corps à la voix de tête. Le doux chant de Liz envahit les montagnes, mais elle ne bouge pas d'un pouce. C'était magnifique, mais je ne vois aucune avalanche. Pas encore. Qu'est-ce que t'en dis? Pas d'avalanche. Peut-être qu'un porte-voix pourra amplifier suffisamment le chant de Liz pour produire une réaction. Nous avons apporté un mégaphone de la police pour t'aider. Je vais le régler sur 11. Appuie sur l'interrupteur quand tu es prête et défoule-toi. Quand tu veux. Cet appel de la forêt n'a aucun effet. Peut-être qu'un animal va sortir des bois en voulant s'accoupler avec nous, mais je ne pense pas qu'on va déclencher une avalanche. Le public est exigeant. C'est envisageable qu'une tonalité particulière puisse créer une résonance ayant un effet sur la neige. Mais là, je ne crois pas que nous ayons un volume suffisant pour faire quoi que ce soit. Bravo. Je pense que c'est bidon, Liz. Merci beaucoup de nous avoir aidés. J'ai fait de mon mieux. Tout à fait. Liz a yodelé tout ce qu'elle a pu. Adam a une autre idée. J'ai apporté mon fouet de 3,35 m de long. Il est capable de franchir le mur du son. S'il y a quelque chose capable de déclencher une avalanche, c'est bien ça. En plus, tu pourras mener un troupeau de taureaux si jamais ils passent sur les pentes de ski. Pas vrai? On est dans les régions sauvages du Colorado. Lorsqu'on fait claquer un fouet, son bout flexible franchit le mur du son, ce qui crée un bang supersonique. Voilà. C'est la montagne que je veux faire s'effondrer. Les bangs génèrent d'énormes quantités d'énergie sonore, comme lors d'une explosion. Tu vois quelque chose? Pas d'avalanche. Adam fouette avec vigueur, mais la montagne ne bouge pas d'un poil. Je pense pas que je vais déclencher une avalanche avec ça. Non. Passons au truc suivant. D'accord. Ce mythe n'est pas encore dompté. Pour se lier avec un poteau gelé, la meilleure méthode est-elle de le lécher? Pour le savoir, Carrie a récolté une quantité impressionnante de salive humaine. Mais cette tâche lui donne des hauts le cœur. Tu peux t'arrêter. C'est bon, là. Ron, le conducteur du camion, a livré un poteau métallique réglé à la température de 0 degré. Vous crevez d'envie de coller votre langue dessus, non? Pas du tout. C'est glacé. Maintenant, Grant met en place son système de chauffage de langue de porc. Une langue bien juteuse. Bien juteuse, comme je les aime. D'abord, il faut fixer la langue sur un support placé près du poteau. Ne serre pas trop fort. T'inquiète. C'est vachement appétissant, dis donc. Bon, c'est à 29 degrés.
Ensuite, il faut enduire la langue de salive. C'est dégueu. Puis il faut lécher le poteau. Vas-y. Ça colle! Arrête, bon, ça va. Quand il fait 0 degré, on peut avoir la langue collée si on lèche un poteau glacé. Ça arrache même la chair. Quelle horreur! Il y a des morceaux de langue qui restent sur le poteau. Dès le moment où la langue est entrée en contact avec le poteau, elle s'y est fixée solidement. C'est trop cool. En un clin d'œil. Mais les Mythbusters n'ont pas encore fait son sort à ce mythe. Adam et Jamie ont essayé de déclencher une avalanche avec des tyroliennes. Et de bons coups de fouet. Mais sans succès. Pour leur tentative suivante, ils visent un peu plus haut. Pendant la Première Guerre mondiale, on utilisait les avalanches comme des armes. Dans les Alpes italiennes, des dizaines de milliers de soldats ont été tués par des avalanches déclenchées délibérément. Il reste maintenant à savoir si une rafale de mitraillettes suffit pour déplacer une couche de neige aussi grande. La théorie consiste à affirmer que l'action combinée des ondes sonores créées par les mitraillettes et l'impact physique des balles est capable de briser la couche de glace. Les Mythbusters prennent pour cible une montagne où, selon une équipe d'experts, une avalanche est susceptible de se déclarer. On n'observe pas ce genre de phénomène dévastateur tous les jours. On se revoit en dessous de la montagne, mon pote. Dites bonjour et adieu à Buster, le pauvre cobaye. Il aura pour rôle d'aider Adam et Jamie à savoir comment réagit un être humain pris dans une avalanche. Pour cela, il est placé en plein milieu du passage présumé de la neige. Ce petit point là-bas, c'est notre vieil ami Buster. En principe, il va nous aider à savoir ce qu'il arrive à un être humain emporté par une avalanche. Le mannequin est en place, mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Et les mitraillettes? La police de Mountain Village nous fournit généreusement toutes les armes et les munitions dont on a besoin. Génial! Dan Kovo, un policier généreux mais imprudent, a apporté des mitraillettes MP5. Dotées d'une cadence de tir très rapide, elles sont peut-être bien capables de déclencher des avalanches. Ça me paraît clair. Quand tu es prêt, baisse la fenêtre d'éjection. D'accord. Ça fait peur. Adam et Jamie ont tous les deux un permis de port d'armes et savent se servir d'armes à feu. La montagne ne tressaille pas. Pas d'avalanche. Pas d'avalanche. Il double donc la puissance de feu. 3, 2, 1... Le son produit était plus fort que les tyroliennes et le fouet. Des projectiles ont frappé la neige et pourtant... Pas d'avalanche. Eh oui, pas d'avalanche. Pas l'ombre d'une avalanche. On a tiré un chargeur entier sur ce versant. D'un autre côté, c'est toujours difficile de déterminer si une avalanche est tout près de se déclencher à un moment donné et si une rafale de mitraillettes pourrait en être la cause. Carrie, Tori et Grant ont découvert que ce n'était pas une bonne idée de lécher un poteau en acier gelé. Il y a des morceaux de langue qui restent sur le poteau. Maintenant, ils veulent savoir pourquoi. C'était vraiment dégoûtant. Mais au moins, c'est confirmé. La langue de porc est restée collée sur le poteau gelé. À présent, j'aimerais bien savoir exactement pourquoi la langue colle comme ça. On pourrait peut-être essayer avec des poteaux faits en d'autres matières et voir si la langue colle toujours. Peut-être que la texture de la langue entre aussi en jeu. Il faudrait comparer avec quelque chose de lisse. L'ingrédient le plus actif, c'est la salive, qui gèle en entrant en contact avec le poteau. Mais si on a la langue sèche... Retour au camion frigorifique pour le test de Carrie, avec une langue sèche. Est-ce que je la retourne pour lui donner plus de consistance? Voici une langue de cochon bien bichonnée. La langue est à 27 degrés. Allons-y. Il place la langue chaude contre la barre métallique gelée et... Ça ne colle pas.
Une langue sèche ne colle pas au poteau. De toute évidence, la salive est un facteur important pour qu'une langue colle à un poteau gelé. Ensuite, un test de texture. La surface de la langue est couverte de petites protubérances, les papilles. Sans ces aspérités, peut-être que la langue n'adhérera pas. Je vais lécher mon gant et voir si ça colle au poteau. Prêt? Oui. La salive gèle au contact du poteau, mais pas la main, puisque c'est une surface lisse. Elle ne s'agrippe pas. Très bien. Pour le dernier test, ils échangent le poteau en acier contre une barre en plastique. Prête? C'est froid! Ils remplissent la barre de neige carbonique pour la porter au point de congélation. Vas-y. Encore une fois, Ça ne colle pas. la langue ne reste pas collée. Ça pue, mais ça ne colle pas. Le plastique est environ 100 fois moins conducteur que le métal. Il ne peut donc pas absorber suffisamment de chaleur à la salive pour la geler. Les 3 facteurs en jeu ont chacun leur importance. Il faut la texture d'une langue, de la salive pour avoir de l'eau, et un poteau métallique qui conduise bien la chaleur. Pour avoir une confirmation complète de ce mythe, il faut qu'un membre de l'équipe fasse l'expérience pour de vrai. Qui va être assez taré pour coller sa langue sur un de ces poteaux gelés? Papier, caillou, ciseaux? Ça marche. Papier, caillou, ciseaux. Amuse-toi bien. Le problème est réglé. Maintenant, il faut aller dans la toundra gelée. Ça glisse. Une neige immaculée au sol, un vent froid qui souffle, c'est le cadre idéal pour ce duel. L'adversaire de Tori, cette hampe de drapeau, n'est pas très chaude pour se battre. Moins 10 degrés. Il se prépare mentalement pour cette tâche potentiellement douloureuse. Je vais coller ma langue sur un poteau gelé. Il faut que je me souvienne de garder mon calme et de ne pas me retirer brusquement. Il paraît qu'il y a une bonne méthode pour détacher sa langue si on est coincé tout seul au fond des bois. Il faut uriner dessus. Super! Qui va faire ça? Non, il faut le faire soi-même. Génial. Allez, vas-y. Le poteau attrape la langue de Tori instantanément et la tient bien solidement. Je suis collé. Il y a un morceau de langue! Tori a réussi à se détacher, mais c'est le poteau qui sort grand vainqueur. Il a été collé. Il y a eu collure. Collure? Collure, ça existe. Ça sonne un peu bizarre. Peu importe le mot exact, ce mythe est confirmé. Je suis pas resté collé très longtemps, j'ai réussi à me libérer. Peut-être qu'il ne fait pas assez froid ou que ma température corporelle était assez élevée pour que je puisse me détacher sans avoir besoin de votre aide. C'est peut-être aussi dû à la finition du poteau. Dans tous les cas, ça a collé. Ma langue n'a pas trop souffert, heureusement. C'est confirmé? Ouais, allons faire du snow. Les barres glacées, c'est peut-être appétissant, mais il ne faut pas les lécher. Y a-t-il une méthode moins risquée pour conduire sur le verglas? Comme on fait un épisode spécial neige, je voudrais qu'on teste un mythe dont j'ai entendu parler. Il paraît qu'il vaut mieux rouler en marche arrière qu'en marche avant quand on est sur le verglas. En marche arrière? Oui, ça a l'air taré. Complètement taré. Ça m'a l'air très marrant à tester, au contraire. Allons-y. Certains internautes ont été rendus fous furieux par ce mythe hivernal. Lorsqu'on roule sur des routes verglacées très glissantes, il paraît qu'on a une meilleure tenue de route si on conduit en marche arrière. Comment on va tester ça? Le principe qui sous-tend ce mythe, c'est qu'on a plus de traction quand on roule en marche arrière. On devrait d'abord faire une expérience en labo pour voir ce qui est mieux, marche arrière ou marche avant. On a une voiture à traction avant dans l'atelier. On peut la prendre pour nos expériences. Tori lance le test en laboratoire en soudant 2 bacs en acier ensemble. Ils représenteront les traces de pneus sur une route verglacée. Ensuite, il les remplit avec de la glace pilée, transformant l'atelier en terrain de jeu hivernal. Bataille de boules de neige! Te cache pas derrière le preneur de son.
La glace est comprimée pour former 2 blocs solides. Enfin, Tori lisse davantage la surface et la rend encore plus dangereuse. Je suis en train de mouiller la glace. En posant de la neige carbonique dessus, ça va la faire geler et ça va nous donner 2 gros blocs de glace. Une voiture peut seulement se déplacer si elle accroche au sol, ce que l'on définit par la traction. Plus le véhicule a de traction, plus il peut bouger facilement. En attachant la voiture à un poids et en fixant un dynamomètre, les Mythbusters vont pouvoir déterminer si la voiture adhère le plus au verglas en marche arrière ou en marche avant. Sur le plan mécanique, tous les facteurs sont identiques. Même distribution du poids, même roue. Là, on isole l'embrayage, c'est-à-dire la transmission. Exactement. C'est parti pour un tour. Cette voiture est une traction avant, le modèle le plus utilisé pour les voitures de tourisme. Je pense qu'on risque de péter le pare-choc. C'est une voiture de fonction, t'en fais pas. D'accord. C'est bon? Intéressant. Ça donne quoi? 1 tonne. Très bien. Maintenant, on teste en marche arrière. Pour ce test, l'avant de la voiture est accroché à un chariot élévateur. Si ça fonctionne et qu'il y a une différence dans la transmission, on devrait avoir plus d'1 tonne avant que tu commences à glisser. Prêt? On va voir ce que vaut cette bagnole. C'est bon. Ça donne quoi? 1 tonne et 450 kilos. Presque une demi-tonne en plus. Excellent! La marche arrière produit donc plus de traction que la marche avant. La voiture a bénéficié d'une traction de presque 40% supérieure en marche arrière qu'en marche avant. Cela signifie que le mythe de la marche arrière sur la glace a pris un bon départ. Adam et Jamie ont essayé de déclencher une avalanche avec des tyroliennes, un claquement de fouet et une mitraillette. Mais ils n'ont pas fait moufter un seul flocon. Maintenant, il leur faut une méthode sûre. C'est un détonateur moulé de 2 kg avec une grande vitesse de détonation. Cette équipe de prévention des avalanches va secouer un peu la montagne. Nous avons déjà placé pas mal d'explosifs. Il y a presque 50 kilos d'explosifs là-haut. 50 kilos? Quasiment. Ils sont réglés pour tous exploser en même temps. Avec un peu de chance, on devrait arriver à déclencher une avalanche. Le yodel est bien battu. C'est sûr. Buster attend bien patiemment sur la pente venteuse. Il prend sûrement un peu froid. On va le réchauffer. 3, 2, 1. Wow! C'est parti. Wow! Buster bouge. Ça bouge! Il précède la neige. Oui, je le vois. Je le vois encore. Ah, il a été englouti! Il bouge encore! Il est toujours dedans. Incroyable! Il va passer par-dessus la falaise. T'as vu ça? Oh, pauvre Buster. Je ne sais pas où il est, mais il a dû morfler en passant sur les rochers. Ils ont enfin obtenu une avalanche. La déferlante de neige a détruit une caméra et le pauvre mannequin. On était venu ici pour une avalanche, et on a eu une belle avalanche. On voulait que Buster soit pris dans l'avalanche. Ça a été le cas. On l'a vu dévaler la montagne, c'était parfait. Avec tout ça, rien d'étonnant à ce que le diagnostic médical concernant Buster soit des plus réservés. Buster est fichu. Il a un genou, une jambe, un coude et un avant-bras brisé. Il est dans un sale état. Jamie grimpe pour récupérer la dépouille de Buster. On dirait qu'il est descendu cul par-dessus tête. Il s'en est pris plein les fesses. En observant de près l'état de Buster et celui du terrain, il prend conscience des énormes dégâts que peut causer une avalanche. Ces morceaux sont durs comme de la pierre. Ce sont des espèces de rochers plus ou moins bien soudés ensemble, comme une mer de ciment. On ne s'en rend pas bien compte tant qu'on n'est pas tout près. Il a fallu pas mal d'explosifs pour déclencher cette dégringolade. Celle-ci a demandé beaucoup moins d'efforts. Vas-y, Buster! Ça m'a économisé pas mal de boulot, ça.
Il suffit d'une route verglacée pour transformer un trajet agréable en séance éprouvante d'auto-tamponneuse. Lors d'une expérience en laboratoire sur le mythe de la marche arrière sur route gelée, les Mythbusters ont obtenu des résultats inattendus. Apparemment, une traction avant a plus de traction sur la glace lorsqu'elle va en marche arrière. C'est cool. Maintenant, il faut faire ça avec une vraie voiture. Du coup, il va nous falloir une tonne de glace et de neige. J'ai entendu parler d'un endroit où les policiers des autoroutes de Californie sont formés à conduire sur la glace. On pourra sans doute y accéder. Nickel. On fait nos bagages et on y va. Nos 3 amis se dirigent vers un centre de formation pour la police situé dans une section inutilisée de l'aéroport du lac Tahoe. C'est un endroit idéal, mais il y a un tout petit problème. J'aurais juré avoir laissé la voiture ici hier soir. Elle était là. On va devoir enlever toute la neige avant de pouvoir utiliser ces voitures. Durant la nuit, un blizzard a enseveli sous 50 cm de neige les voitures commandées par les Mythbusters. Tori est dans son petit igloo. C'est pas vrai. La porte est là quelque part. J'ai essayé les essuie-glaces, mais ils ne bougent pas. Ce serait beaucoup plus facile de tester ces mythes autour de la neige s'il y avait moins de neige. Un chasse-neige transforme l'épaisse couche de neige au sol en glace. T'as vu comme ça glisse? Et trace une route que les voitures pourront suivre. Vous aussi, vous avez fait un cauchemar avec un chasse-neige? Enfin, les Mythbusters disposent des cônes de signalisation tout autour du périmètre. Tout est prêt pour tester le mythe de la conduite en marche arrière sur la glace dans des conditions réelles. Selon le système de traction, ce sont les roues avant, arrière ou bien encore les 4 roues qui font avancer la voiture. En testant les 3 types de véhicules, les Mythbusters verront quelle différence de traction il existe et quel modèle a une meilleure tenue de route en marche arrière. Il a été décidé que les voitures rouleraient à 25 km/h. Une vitesse prudente, mais suffisante pour que les roues aient de l'élan pour rouler sur la neige fondue. T'as souvent conduit sur la neige? C'est la première fois que je fais ça. C'est parti. Je roule en marche avant à 25 km/h avec une traction avant. Gary accélère. Vas-y lentement d'abord. Je suis à 25 km/h. Mais même en allant aussi lentement, elle perd vite le contrôle. Toujours à 25. Je glisse un peu. J'ai l'impression de rouler plus vite sur la neige. Elle ne tarde pas à faire des victimes. Numéro 2. Ensuite, elle n'arrive plus à rester sur la piste. T'es sorti de la piste, retourne-y. Passe entre les cônes. C'est surtout dans les virages que ça se gâte. J'arrive au dernier virage. Je suis toujours à 25. Écartez-vous. Je ne vais pas ralentir avant l'arrivée. Heureusement, elle arrive à s'arrêter sans encombre. T'as picolé ou quoi? C'était beaucoup plus glissant que je ne l'aurais pensé. C'était un enfer de rouler sur la neige. J'ai flippé. Maintenant, nous allons voir si les tractions avant ont une meilleure traction en marche arrière. Prêt? Oui. Non. Oui. Accroche ta ceinture. T'as vraiment intérêt. Courageusement, Grant se porte volontaire pour surveiller la vitesse de Carrie. Tu sors déjà de la piste. Elle n'a pas fait 1 mètre, elle sort déjà de la piste. C'est mal barré. C'est parti. Traction avant, marche arrière à 25 km/h. À toi de me dire si je vais trop vite ou trop lentement. Ça marche. Carrie est lancée. 8 km/h. Grant surveille la vitesse de Carrie. Elle parvient à rester étonnamment constante. T'es toujours à 25 km/h. Bravo, Carrie. Ce mythe est peut-être sur de bons rails. Elle s'en sort mieux en marche arrière. C'est fou. Enfin, peut-être pas. Dès qu'elle arrive aux virages les plus serrés, la situation devient incontrôlable. Attends un peu. Avant que tu détruises le circuit entièrement, fais une petite pause. Je crois qu'on a un cône sous la voiture. Tu m'entends, Grant? Enlève la clé du contact. Personne ne tient compte des supplications de Tori. Le trajet de Carrie devient de plus en plus tordu. Écarte-toi du chemin.
Arrête la voiture! Arrête cette caisse! Pourquoi t'as pas pris le contrôle de la situation? Elle a détruit tout le circuit. T'es cinglé! Les tests en laboratoire semblaient indiquer qu'on a plus de contrôle en marche arrière avec une traction avant, mais on a bien vu que c'était beaucoup plus dangereux qu'en marche avant. Le facteur le plus important, c'est que c'est déjà très difficile d'aller en marche arrière à 25 km/h. À supposer qu'on gagne un peu de traction en allant dans ce sens, ça ne compense pas le fait que c'est plus difficile de conduire en marche arrière. Au tableau d'affichage des cônes renversés, Carrie en a dégommé 14 en marche arrière. Mate ça! Toute une famille massacrée. Quelle horreur. On va voir si Tori arrive à maîtriser la situation. C'est une traction arrière avec le moteur à l'avant du véhicule. Les roues motrices sont à l'arrière. Le poids du moteur ne les handicape pas. On va bien voir si on a une meilleure traction cette fois-ci. Sans la capote, la classe. On a une décapotable, autant en profiter. Le circuit a été à nouveau verglacé pour le premier passage de Tori. Traction arrière, en marche avant. Tori prend le départ. Pas mal. Il n'a rien renversé jusqu'ici. Il fait le tour du circuit sans renverser de cône. Génial! C'est vraiment top, on dirait du drift. On va bien s'amuser, Carrie, t'inquiète. Maintenant, voyons si c'est toujours top en marche arrière. C'est Carrie qui sert de copilote à Tori. Un peu plus vite. Dès qu'il arrive au premier virage, l'hécatombe des cônes commence. Wow! Ça me paraît évident qu'en marche arrière, on ne peut pas du tout contrôler son véhicule. Même si on a plus de traction. Tori a renversé 12 cônes en marche arrière, soit 2 de moins que Carrie. À présent, c'est à Grant de prendre le volant avec une puissante voiture à 4 roues motrices. J'aurai l'avantage d'avoir 4 roues motrices, quelle que soit ma direction. Si tout va bien, j'aurai aussi la traction générée par ces roues. 4 roues motrices, 25 km/h, en marche avant. C'est parti. Mais ça va. Je contrôle parfaitement la situation. C'est un parcours de santé pour Grant. Je glisse un peu. Ah, le dernier virage. Un petit dérapage. Ça se passe toujours très bien. Il n'a pas percuté un seul cône. Pas mal. Très bien, maintenant en marche arrière. D'accord. C'est Tori qui contrôlera la vitesse de Grant. J'ai une entière confiance en tes compétences de pilote. Parfait, t'es bien le seul. Vas-y. T'es à 16 km/h. Grant appuie sur le champignon et déboule sur le premier virage. Ça se présente bien. Il se débrouille bien, waouh! Tout d'un coup, le waouh se transforme en... Pas facile de conduire en marche arrière. Les cônes s'effondrent sur le passage de Grant. Il braque trop. Pour couronner le tout, Tori n'arrête pas de donner des conseils. Retourne sur le circuit. Grant a enfin trouvé un moyen de se servir de toutes les heures qu'il a passées à jouer à Pac-Man. T'essaies de voir combien tu peux encore en renverser? C'est toi qu'on a dégommé le plus de nous tous. Au final, Carrie a renversé 14 cônes, Tori 12 et Grant 20. T'es le grand gagnant, Grant. Beau boulot. La ferme. Il est sorti combien de fois de la piste? J'étais sur la piste. C'est la fin de ces cours de conduite à la Mythbuster. Quels enseignements les élèves peuvent-ils en tirer?
Il faut être taré pour conduire en marche arrière. On n'a pas plus de traction ou un meilleur contrôle. Personne n'a intérêt à rouler en marche arrière, que ce soit en traction arrière, avant ou avec 4 roues motrices. Ce mythe est bidon. Le mieux, c'est sans doute d'éviter le verglas. Mythe, bidon. Jamie et Adam se sont aperçus qu'il n'était pas si facile que ça de déclencher une avalanche à volonté. Maintenant qu'ils ont fini de tester les mythes du jour, ils dévalent les pentes pour le plaisir. C'était cool. Adam va s'envoler avec une équipe de sécurité des montagnes qui ne laisse rien au hasard. Les avalanches peuvent être très dangereuses. Pour éviter qu'elles ne blessent des gens par accident, ces types provoquent des avalanches exprès en utilisant des explosifs. La tâche de Adam est d'aider Aaron, le directeur des opérations, qui jettera de la dynamite depuis l'intérieur de l'hélicoptère. Je vais la jeter par-dessus bord quand l'observateur, à l'avant de l'hélico, me le dira. Ça semble assez simple. Oui, étant donné qu'il s'agit de jeter de la dynamite par la fenêtre, c'est simple. La méthode est définie, on peut décoller. Tout va bien, Adam? On est prêt à l'arrière, Chris? Bien reçu. Notre hélicoptère Fox qui décolle des pistes se dirige vers le sud de Telluride. La vue est impressionnante. C'est une bien belle matinée, n'est-ce pas? Il ne manque qu'une seule chose. Une avalanche. Ils vont vite arranger ça. On est du côté le plus escarpé. L'équipe commence par choisir une zone propice aux avalanches. On va sur No Name? Oui, un peu en avant, un peu à gauche. Allume. Puis passe à l'action. Jet. C'est jeté. Allume. Jet. C'est jeté. Génial. Allume. Un peu plus vite, Adam. Allumé. Jet. Adam est tout excité par son rôle d'assistant en explosif. Jet. Jeté. On est dans cette petite cabine et j'ai les pieds sous un énorme sac rempli d'une tonne d'explosifs. Je les sors, je coupe la mèche, je branche le détonateur et je passe le tout à Aaron. Il allume la dynamite à l'intérieur de l'hélico et il la jette par-dessus bord. C'est une grosse explosion. Ah, voilà une poche. Ça, c'est une avalanche. Adam aime l'odeur de la dynamite au petit matin. On dirait de l'eau qui se déplace très lentement. Malgré cela, il faut se rappeler la taille de ce truc. C'est grand comme 10 ou 20 terrains de foot mis bout à bout et ça dévale la montagne. Une corniche attire l'attention de l'équipe. Jet. Jeté. Cela provoque une deuxième avalanche. Le grand final. Vous avez vu ça? C'est parfait. La troisième et dernière avalanche de la journée est très réussie. C'était génial. On a passé plus d'1 heure et demie en l'air et on a provoqué 3 avalanches. Je suis très content de notre bilan. Qu'est-ce qu'on conclut? On a obtenu le même résultat avec tous nos tests. Aucun yodeler au monde ne risque de déclencher une avalanche rien qu'en poussant la chansonnette. Je suis d'accord avec toi, mais j'ajouterai un petit bémol. Sur l'infinité de champs de neige propices au déclenchement d'une avalanche, il y en a sûrement qui sont plus sensibles que ceux que nous avons vus. Merci de ta remarque. Mais si l'on veut procéder avec une rigueur scientifique, on est obligé de conclure que ce mythe est bidon, d'après les résultats obtenus. Oui, c'est vrai. Cependant, il y a des fois où des skieurs ont déclenché des avalanches sans avoir besoin d'avoir des tonnes d'explosifs sur eux. Dans certains cas, il suffit de pas grand-chose. Ta remarque est bien prise en compte. Mythe, bidon. Mais faites bien attention où vous mettez les pieds.